Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce dernier atelier du festival Impulsion Business. Demain, c'est ici. La Cécine recule devant aucun challenge. Donc, après avoir assuré 13 webinaires tout au long de ces 2 jours, on est maintenant avec Rosemary Moins qui est en direct depuis Paris. Rosemary qui est de la Fédération française de la franchise et qui va nous présenter un atelier sur créer ou reprendre une entreprise, donc en complément de ce qu'on a pu voir aujourd'hui, mais cette fois-ci sous forme de franchise. Je vais lui laisser la main pour qu'elle pilote sa présentation directement en visioconférence. Alors, n'hésitez pas à interagir sur le chat si vous avez des questions qu'on pourra lui retransmettre au cours de sa présentation. Et puis, j'espère que l'atelier vous intéressera. Rosemary, c'est à vous. Merci beaucoup Mathias. Merci beaucoup à la Chambre de commerce de m'avoir invité à parler de franchise, en tout cas de présenter la franchise comme une solution parmi d'autres, hein, bien entendu, pour créer son entreprise, voire reprendre son entreprise. Alors ceux qui ont encore eu le courage après les 13 webinaires d'être là, merci. On va aller à l'essentiel, vous verrez, l'idée de vous donner une vision assez claire et opérationnelle du système. Alors, sans doute que pour ceux qui ont déjà suivi d'autres webinaires, on vous l'a déjà dit, mais je le redis et je l'applique, je dirais, à la franchise. Il faut savoir que la franchise, c'est avant tout de la création d'entreprise. Donc, il n'est pas question de se dire je vais m'investir avec une marque et ça va être tranquille, la marque va faire tout pour moi. Non, ça reste quand même de la création d'entreprise. Donc, il faut avant tout se poser la question de savoir si on a vraiment envie de se lancer en tant qu'entrepreneur et en mesurer toutes les conséquences. Et quand je dis les conséquences, elles sont essentiellement, selon moi, des conséquences personnelles et bien entendu des conséquences financières. Pourquoi des conséquences personnelles? Parce que c'est souvent, je dirais, un projet de vie qu'on va entamer, dans lequel on va emmener toute sa famille, femme, mari, enfant. Et donc, il est essentiel que ce projet soit un projet familial et que tout le monde soit derrière le créateur ou la créatrice d'entreprise parce que ça va être, voilà, pas forcément un long fleuve tranquille et il va falloir y mettre beaucoup d'énergie. Donc, l'environnement familial doit soutenir ce projet, d'autant plus que parfois, on va demander à la cellule familiale de bouger parce que nous avons des entrepreneurs qui changent de région ou qui reviennent dans leur région d'origine. Et là aussi, ça a l'air comme ça très sympa, mais ça n'est pas aussi simple que ça, que de se réintégrer dans une région qu'on ne connaît plus tellement bien finalement. Et puis bien entendu aussi, les conséquences financières, elles sont liées à l'argent qu'il faudra mettre sur la table pour voir aboutir le projet. Donc c'est important de se poser ces questions-là. Et puis, une fois qu'on a fait ça et qu'on se dit oui, j'ai vraiment envie d'entreprendre, faire une forme de bilan de compétences pour savoir où sont les forces, les faiblesses ou les axes de développement qu'on peut avoir. Si je reviens à la franchise, la franchise, le franchisé doit absolument avoir des compétences commerciales, que ce soit du commerce où on va chercher le client ou du commerce où on attend, entre guillemets, le client chez soi, dans sa boutique. On est en contact avec le client, on va vendre quelque chose, on va vendre du service, on va vendre des produits, on va vendre les deux. Et il faut vraiment avoir ce souci, je dirais, du besoin du client, cette écoute vis-à-vis du client pour pouvoir faire de bonnes affaires. Et il faut aimer ça. Et puis, il faut avoir des compétences managériales parce que, en fonction des cas, c'est pas toujours, je dirais, nécessaire, mais souvent, on va être amené à gérer une équipe. Et là, elle peut être petite ou grande, mais on n'est jamais sur des dimensions d'entreprise, sauf à multiplier les points de vente, ce qui est aussi possible, hein, mais on est plus rarement à gérer 200, 300, 500 personnes. On va plutôt être sur de petites équipes, et donc même si on a managé des grosses équipes, revenir à manager quelques personnes, c'est complètement différent, et le contact avec l'équipe, il est direct.
Donc, on a rarement un N-1, -2, -3 pour faire descendre, je dirais, les informations ou les recommandations et que ça remonte doucement. Non, on est en prise directe avec ses salariés. Donc, les compétences managériales, c'est aussi très important de les mesurer et de savoir vers quoi on va. Alors, vous avez vos compétences et puis on va le voir tout de suite, le franchiseur va vous amener un autre savoir-faire qui vous sera bien utile pour pouvoir exploiter le point de vente. Et puis, dernier élément, mais qui s'adapte là aussi complètement dans la ligne de je deviens franchisé, c'est que quand on est en franchise, on investit ou on s'investit dans un réseau. Hein, on parle tout le temps de réseau de franchise. Le réseau est composé d'un certain nombre d'éléments qui sont les franchisés, les autres franchisés, vos autres futurs collègues qui vont exercer exactement le même métier que vous sur une zone géographique ou une ville différente, mais avec lesquels vous allez pouvoir échanger et interagir, et le franchiseur qui sera là en appui permanent. Donc, il faut aimer ça, il faut aimer travailler de manière collégiale, même si on travaille pour son propre compte, mais en interaction de plus en plus forte d'ailleurs avec les autres. Et ça, c'est important d'aimer ce partage de connaissances et ce partage de compétences. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait un peu son bilan, son introspection, son autodiagnostic, ben, on peut y aller et on se dit, bon, ok, la franchise alors, qu'est-ce que c'est? Ben, la franchise, comme je le disais, c'est une solution, c'est pas une fin en soi, hein, c'est une solution pour créer son entreprise ou la développer. Si vous êtes un simple créateur d'entreprise, vous serez qualifié de franchisé. C'est vous le franchisé, vous voulez créer votre boîte et vous vous dites, j'utilise l'outil franchise pour créer ma boîte. Par contre, si vous avez déjà votre propre boîte et que vous souhaitez continuer à la développer, cette boîte-là, et que vous vous dites, ben, ce que j'ai imaginé sur un point de vente, je peux peut-être le dupliquer à l'identique sur d'autres zones, dans d'autres villes, là, vous êtes en train de développer votre entreprise et vous deviendrez franchiseur. Franchisé et franchiseur sont donc deux entités juridiques et financières différentes. Elles sont complètement séparées. Il n'y a pas de lien ni contractuel, enfin, ni financier, ni juridique entre ces entités. Le seul lien qu'il y aura entre ces deux entreprises, c'est le contrat de partenariat qui va les lier avec des droits, des obligations, des choses que les uns et les autres doivent faire. Et ce contrat-là, on va l'appeler contrat de franchise, puisqu'on est dans un cas de développement de franchise. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce contrat? On en reparlera tout à l'heure, mais on ne va pas détailler tout le contenu du contrat. Mais il faut savoir que les 3 éléments essentiels que le franchiseur doit mettre à votre disposition pour qu'on puisse qualifier cette relation de relation de franchise, c'est une marque commerciale, une enseigne qui va être mise à votre disposition, un savoir-faire expérimenté. Je parlais de votre savoir-faire en matière commerciale, votre savoir-faire en matière managériale, on peut y ajouter un savoir-faire de gestion, mais le savoir-faire, je dirais, technique, voire même commercial, dans le sens de process commerciaux typiques et spécifiques au réseau, ça c'est le savoir-faire du franchiseur qui va vous être transféré et les deux mis ensemble vont vous permettre de mettre en place ce modèle, de mettre en place l'exploitation de votre entreprise et de la faire grandir. Donc, on est sur une marque, un savoir-faire expérimenté et un accompagnement technique et commercial qui va être prodigué régulièrement et de manière permanente par le franchiseur vis-à-vis de ses franchisés. Donc, c'est vrai que la franchise, c'est souvent un terme générique qu'on utilise quand on voit une marque qui se développe, mais il faut creuser un peu, il faut aller voir un peu plus en profondeur et s'assurer, pour qu'on puisse se dire je vais devenir franchisé, s'assurer que le propriétaire de l'enseigne vous met à disposition ces 3 éléments-là. S'il n'y a pas les 3 éléments que je viens de citer, ça ne sera pas de la franchise. Ça peut être de la licence de marque, ça peut être de la concession, ça peut être du partenariat tout simplement, ce qui existe, hein, c'est pas absolument dénigrant, mais il faut savoir que juridiquement parlant, au sens légal du terme, et devant, j'allais dire, le juge ou les tribunaux, et devant la loi, vous ne serez pas un franchisé qualifié de franchise. Une fois qu'on a dit ça et qu'on veut aller plus loin dans l'étude de ce système-là pour s'assurer que c'est bien le bon choix pour soi, moi je vous propose d'analyser 6 éléments qui constituent, je dirais, l'ensemble du système.
Il faut s'intéresser au concept. Le concept, c'est ce fameux modèle qu'on va vous montrer et qui existe et qu'on va vous vendre. Est-ce que ce concept, il est innovant? Est-ce qu'il est original? Parce que c'est compliqué, bien entendu, de faire de l'innovation aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses qui existent déjà sur le marché. Et si on revient au marché de la franchise, il y a 2000 réseaux qui ont été identifiés sur le marché français. Donc c'est pour vous dire que des concepts de franchise, il y en a un certain nombre. Euh, le fait de s'intéresser au caractère innovant et original, c'est aussi une question de personnalité en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que soit vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être rassuré et complètement à l'aise avec le concept et vous allez aller vers un marché un peu plus mature, qui a fait ses preuves, où il y a pas mal de franchisés déjà en activité, où il y a peut-être aussi en contrepartie pas mal de concurrents. Donc le fait de se faire une place au soleil ou de prendre des parts de marché sera peut-être un petit peu plus difficile. Je pense par exemple à la pizza, je pense par exemple au chocolat. Vous avez beaucoup d'enseignes qui existent sur le marché de la franchise qui sont dans ce secteur d'activité. Donc on peut se dire c'est assez rassurant parce que c'est un marché stable. Hein, on est les plus gros consommateurs de pizza presque au monde. OK, mais ça veut dire que si je suis le Xème intervenant sur ce marché, ben, il va bien falloir que ce Xème réseau commercialise, amène quand même une certaine dose d'innovation ou d'originalité pour que je fasse la différence avec les concurrents déjà en place. Okay, donc ça, il faut le savoir que peut-être ça sera un peu plus dur de se faire une place sur le secteur. À l'inverse, dans des marchés peu matures, émergents, novateurs, bon, là, il n'y a pas beaucoup de concurrents, voire pas de concurrents du tout. Ça peut être des marchés de niche. OK, là, si le marché est bon, on peut ouvrir et créer ce marché et donc faire des bonnes affaires et ça sera peut-être un petit peu plus simple à terme d'y arriver. Par contre, on a moins de feedback, on a moins de maturité, il y a moins d'exemples déjà, moins de franchisés, moins de réseaux et donc on prend une part de risque plus importante que si on va vers la pizza et le chocolat. Donc je ne dis pas que l'une ou l'autre solution est plus ou moins bonne, je dis qu'il faut être conscient de ça quand on fait son analyse du marché et des secteurs d'activité qui pourraient vous intéresser. Par contre, ce qui est toujours primordial, j'entends qu'il y a des micros ouverts, alors c'est peut-être bien de les fermer, c'est peut-être à la CCI, mais je ne sais pas. Ce qui est quand même important de vérifier, quelle que soit la maturité du secteur, c'est de voir si le franchiseur a pris le temps d'expérimenter son modèle. Parce qu'il va vous vendre un modèle qui, soi-disant, est rentable et fonctionne. Donc, à lui d'apporter la preuve de la rentabilité du modèle. La manière de faire, c'est que lui-même ait, bien entendu, construit, développé une unité, qu'il l'ait fait fonctionner suffisamment longtemps, qu'idéalement, il en ait ouvert une deuxième, voire une troisième, sur des zones géographiques différentes, sur des zones avec un potentiel, des zones de chalandise un peu construites de manière différente, pour s'assurer que ce modèle, dans certaines conditions, fonctionne, qu'on soit à Caen, à Rouen, à Dunkerque ou à Marseille. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là où il a un modèle duplicable dans certaines conditions, mais potentiellement sur toute la France. Donc, il faut qu'il ait fait cet exercice-là en vous montrant des bilans de ces unités pilotes, ce qu'on qualifie d'unités pilotes, des bilans positifs, bien entendu, puisque ce que vous achetez, c'est une réussite et pas une perte. Dernier élément, s'intéresser aussi à l'évolution. Parce qu'un franchiseur, il voit, dire, plus loin que vous, il a une vision à plus long terme de son réseau, et c'est lui qui va être attentif aux évolutions des besoins du consommateur, aux évolutions techniques, technologiques. Donc, comment il envisage l'appréhension, comment il appréhende ce marché, son marché et son activité dans les années qui viennent. Et ça, c'est intéressant de gratter un peu là-dessus. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez fait cette première approche, et avant de vous dire je vais aller vers tel ou tel secteur d'activité, si vous n'avez pas de choix prédéterminé au départ, ce qui est quand même souvent le cas de beaucoup de personnes, c'est de voir quelle est votre affinité avec le concept et le secteur. Vous allez investir du temps, on l'a dit, vous allez emmener votre famille dans le projet, vous allez mettre de l'argent sur la table.
il faut que ça vous plaise, il faut que vous soyez, que vous ayez de l'appétence pour ce secteur d'activité. Parce que si vous allez vers quelque chose qui ne vous plaît pas, même si la rentabilité est affichée comme une rentabilité intéressante et bonne, il y a fort à parier qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous lasser, vous n'allez pas y mettre toute l'énergie nécessaire et que vous ne retrouviez pas cette fameuse rentabilité qu'on vous a fait miroiter ou qu'on vous a promise. Et c'est sûr que quand on y va reculons, parce qu'on n'aime pas finalement ce qu'on fait, on le fait mal. Et donc, au bout du compte, potentiellement, il y a l'échec au bout de la route. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, il ne faut pas se laisser embarquer vers une activité parce que la rentabilité elle est excellente et que ça marche presque tout seul. C'est pas vrai. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous le ferez mal ou en tout cas pas très bien et finalement vous serez malheureux dans ce que vous faites. Une fois qu'on s'est intéressé au concept et à l'activité, on va un petit peu plus loin dans l'analyse du réseau et on va voir comment ce réseau se développe. Quand je dis comment il se développe, c'est plutôt à quel rythme, quelle est sa croissance, depuis combien de temps est-ce qu'il est sur le marché et comment il évolue. Il n'y a pas non plus de rythme préétabli. La fédération ne dit pas au réseau il faut ouvrir 5 magasins par mois ou par an, ou 15 ou 20 ou 50. Chaque réseau a son propre rythme, mais c'est vrai que quand vous rentrez dans un réseau, vous venez aussi chercher une notoriété de la marque qui, elle, si elle est importante ou de plus en plus importante, va faire venir le client dans votre magasin. Donc, si cette notoriété n'existe pas, parce que le réseau se développe vraiment très, très, très lentement, mais ça, voilà, ça va vous pénaliser à la longue. Donc, il faut qu'il y ait quand même un souffle, je dirais, dans le développement. Il ne faut pas que ça aille trop vite parce qu'il faut se dire, et on le verra tout de suite, que le franchiseur doit se structurer pour être en capacité d'intégrer chaque franchisé, de les accompagner dans leur développement, mais il ne faut pas que ça aille trop lentement non plus. Hein, je prends souvent l'image du vélo. Si vous allez trop lentement en vélo, ben, vous tombez. Et si vous allez trop vite, ben, vous prenez le mur et vous n'arrivez pas à négocier votre tournant. Donc il faut faire très attention à ce rythme-là et il faut avoir un rythme correct, on va dire. Intéressez-vous aussi au processus de recrutement. Alors on parle de recrutement de franchisés, c'est pas un vrai terme, enfin c'est plutôt adapté à du salariat, mais l'intégration du franchisé, la sélection du franchisé, parce qu'il y a sélection du franchisé par le franchiseur et parce qu'il y a sélection du franchiseur par le franchisé aussi, le franchiseur met en place un process. Il va vous poser énormément de questions qui peut-être vont vous paraître assez intrusives au départ. Mais pourquoi il a besoin de savoir ce que j'ai sur mon compte en banque, si je suis propriétaire, locataire, si je suis marié, si j'ai des enfants, etc. etc. Oui, ça peut paraître intrusif, mais le franchiseur a besoin de comprendre qui vous êtes pour s'assurer au maximum que vous êtes la personne qui va pouvoir défendre sa marque et que vous allez vous épanouir dans son réseau. Et s'il a le sentiment que ce n'est pas le cas, au vu des différents entretiens que vous allez pouvoir avoir, eh ben, peut-être qu'il dira ben non, je ne peux pas accepter votre dossier et je ne valide pas votre candidature. Si ça vous arrive, pardon, ne le prenez pas personnellement. Ça veut peut-être dire qu'il ne vous sent pas adapté à intégrer son réseau, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un futur bon entrepreneur dans un autre réseau qui développera d'autres valeurs et qui fonctionnera différemment. Donc, le processus de recrutement, sans qu'il soit trop long, et s'il est structuré, est plutôt bon signe. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt un bon signe parce que ça veut dire que le franchiseur s'attache à bien choisir ses franchisés. Donc, ça veut dire que quand vous y serez dans le réseau, vous aurez autour de vous des gens qui partagent la même vision des choses et les mêmes valeurs. Pour s'assurer qu'on fait le bon choix, si je reviens à la place du franchisé, le franchiseur propose de plus en plus à ses candidats et futurs franchisés des stages de découverte. L'idée, c'est d'aller passer un peu de temps chez un franchisé de son réseau pour découvrir le métier de l'intérieur. Ça, c'est hyper important aussi, de ne pas rester sur une vision extérieure du métier, mais de mettre les mains dedans et de voir ce qu'il y a en dessous des cartes ou ce qu'il y a derrière la boutique ou dans l'arrière-boutique pour être bien sûr qu'on fait le bon choix et qu'on ne soit pas surpris une fois qu'on a intégré le réseau. J'ajouterais autre chose.
Vérifier aussi si ce réseau est membre de la fédération. Pourquoi? Parce que nous sommes une fédération professionnelle, on défend le modèle de la franchise, on le défend, on le représente auprès des institutions, et Dieu sait si depuis le Covid, on défend le modèle de la franchise auprès du gouvernement et des pouvoirs publics. Et on sélectionne d'une certaine manière les enseignes que nous représentons, parce qu'on veut s'assurer que ces enseignes-là fonctionnent selon la déontologie de la franchise et appliquent les règles de la déontologie de la franchise, qui sont des règles de relations gagnant-gagnant entre franchiseurs et franchisés. Ça passe sans être trop long sur le processus d'admission, mais par l'étude notamment de tous les documents contractuels de ce réseau. Donc, si le réseau est membre de la FFF, ça vous fait un label supplémentaire, un label de qualité, et donc une assurance complémentaire que ce réseau est sérieux. Alors, il y en a d'autres qui ne sont pas à la FFF et qui sont très sérieux aussi. Là, aujourd'hui, on rassemble environ 185 réseaux de franchise. Il y a des réseaux qui ne sont pas du tout intéressés par être membres de la FFF et c'est leur choix. Mais sachez que ceux qui sont estampillés FFF, en général, font les choses sérieusement. Troisième élément, alors une fois qu'on a dit tout ça, il faut quand même bien à un moment en arriver à s'intéresser à la fois au coût, mais aussi à la rentabilité. Il y a des coûts qu'on qualifie de spécifiques à la franchise. Ça veut dire que c'est des coûts que vous aurez et qui sont uniquement liés au fait que vous intégrez un réseau. Si demain vous décidez de partir seul sans une enseigne, vous n'aurez pas ces coûts effectivement à supporter. Le premier coût qui est indiqué là sur le slide, c'est le droit d'entrée. Alors ça, c'est un montant forfaitaire que vous allez devoir payer à la signature de votre contrat de franchise. C'est un coût qui paye l'accès à la marque, le droit d'utiliser cette marque et d'en faire usage pendant toute la durée du contrat. Ça va payer, on y reviendra certainement, une zone géographique exclusive sur laquelle vous serez le seul à fonctionner. Ça va payer l'accompagnement pré-ouverture que vous aurez avec un développeur de réseau. Ça va payer probablement aussi la formation initiale, on va en reparler. Donc voilà, ça paye un certain nombre de choses qui se valorisent finalement quelque part. Et ce montant, il se situe entre 0, parce que parfois il arrive qu'il n'y ait pas de droit d'entrée, de 0 à 45 50 000 euros maxi. C'est un montant que vous payez et qui est acquis définitivement au franchiseur une fois que vous l'avez versé. Et puis, deuxième élément, quand on est en activité, on va rémunérer le franchiseur pour tous les services qu'il va mettre à votre disposition. C'est ce qu'on appelle les royalties ou les redevances de publicité, les redevances directes, pardon. Ça, c'est différent, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe que vous allez faire chaque mois, puisque cette redevance est généralement payée mensuellement. Donc, ça aussi entre 2 et 10%. Grosso modo, c'est la fourchette que l'on identifie. Voilà, c'est le franchiseur qui décide un peu de ce montant de cette royalties et ça vous est prélevé et c'est indiqué dans le contrat, ça vous est prélevé mensuellement. C'est ça, en fait, c'est avec ça que le franchiseur se rémunère et qu'il fait fonctionner son entreprise franchiseur. Et puis, vous avez aussi un autre montant qui est un montant de redevance de publicité nationale. Ça, c'est une redevance, un montant d'argent, une somme d'argent, pardon, qui va être mise dans un pot commun et qui va servir à faire de la publicité nationale, c'est-à-dire de la radio, de la télé, acheter des Google AdWords, faire de la PLV, donc de la publicité sur le lieu de vente, enfin des choses comme ça, qui permet de faire monter la notoriété de la marque et atteindre un plus grand nombre de prospects et de clients potentiels qui viendront consommer dans leur magasin, là où ils se situent sur leur zone. Donc cette redevance de publicité nationale, elle est prélevée mensuellement à partir du moment où le réseau est suffisamment maillé sur le territoire. Et elle est versée mensuellement par le franchisé, 0,5 à 5% du chiffre d'affaires hors taxe, même système. Et puis,
On en arrive à l'investissement total. Alors ça, c'est un chiffre que le franchiseur va vous donner aussi, que vous allez retrouver sur les plaquettes de manière assez standard et sur leur site internet. Quand on dit investissement total, ça veut dire que c'est la somme qu'il faut débourser d'une certaine manière pour pouvoir ouvrir demain l'agence, le magasin que vous allez exploiter. Donc on est en début d'activité, au lancement de l'activité. Qu'est-ce qu'il faut que je finance pour que mon magasin soit prêt à recevoir mon premier client? Et là, les investissements totaux, ils sont très variables. Et ça me permet de dire que la franchise, elle est accessible à un large public finalement de futurs entrepreneurs en fonction du budget que vous avez. Il y a beaucoup d'activités, il y a plus de 90 secteurs d'activité différents dans lesquels vous pouvez trouver de la franchise, mais il y en a aussi pour tous les budgets. Là, j'ai mis un budget un peu minimum qui est autour de 80 000 euros, sachant que dans ce budget-là total, on retrouve le droit d'entrée. Le droit d'entrée est inclus, hein, puisqu'on est bien en franchise. Le franchiseur ajoute aux investissements le droit d'entrée pour avoir cet investissement total, 80 000 euros. Donc, ça va payer votre stock de marchandises, votre aménagement intérieur, les racks pour les produits, le système informatique, quelques travaux d'aménagement intérieur, la façade, l'enseigne, peut-être parfois un fond de roulement dont vous avez besoin. Donc, vraiment, tout y est inclus. Et donc 80 000 euros, on va plutôt être dans des secteurs de services aux entreprises, services à la personne, où justement le local, qui parfois il n'y en a même pas, hein, parfois vous pouvez travailler de chez vous, dans certains services aux entreprises par exemple, mais si vous êtes dans les services à la personne, vous allez avoir un local qui n'est pas situé en zone numéro 1, comme on dit, ce n'est pas la zone la plus visible de la ville, vous n'en avez pas besoin, et l'aménagement de l'agence, elle est très simple, c'est un bureau, un ou deux bureaux, une chaise, une table, un ordinateur, voilà, c'est assez simple. Donc ça ne coûte pas très très cher en aménagement. Et de l'autre côté de la fourchette, on va retrouver des montants, comme vous le voyez, qui sont de 1 million d'euros, voire plus. Et là, on va être sur de la restauration à table, par exemple, où vous avez toute une salle de restauration à équiper, plus des cuisines, et donc ça coûte très très cher, donc il y a beaucoup de matériel, et donc on peut arriver à des montants de ce type-là. Si je vous parle de l'hôtellerie, c'est la même chose, hein, on est bien conscient qu'un hôtel, ça coûte très cher à équiper. Donc c'est pour vous donner quand même la largeur de la fourchette qui est quand même importante, et au milieu, vous avez pas mal de choses, sachant que le montant moyen d'investissement, quand on regarde, il se situe entre 200 et 250 000 euros d'investissement total. Il est évident que vous ne financerez pas, d'abord, vous n'avez sans doute pas tout cet argent disponible, première chose, et deuxième chose, la banque vers laquelle vous allez vous orienter pour vous faire financer le projet, elle ne vous financera pas 100% de cette somme. On est bien d'accord. Le banquier va dire, moi je veux bien prêter une partie de la somme, mais il faut aussi que vous mettiez des billes dans le projet, parce que ça veut dire que vous êtes motivé, que vous y croyez. Et donc, cet apport personnel, hein, comme on le dénomine, il est à hauteur de 30% en moyenne du chiffre d'affaires hors taxe. Il peut être plus élevé quand on est dans les services, ça peut aller jusqu'à 40-50% quand on est dans le service, parce que en termes, je dirais, de fiabilité et puis d'échecs éventuels et de biens matériels, la banque peut plus facilement récupérer une partie de sa mise si vous avez du matériel à revendre en cas de défaillance que si vous êtes dans le service où il n'y a pas grand-chose à quoi se raccrocher. Donc voilà pour l'apport personnel. Donc là aussi, avant de vous engager et en regardant et en faisant des sélections de réseaux, regardez bien l'argent dont vous disposez et regardez ce que l'enseigne demande. Bien entendu, une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à la rentabilité du modèle, hein, et ça, c'est le franchiseur qui pourra vous renseigner là-dessus. À quelle échéance vous avez votre retour sur investissement, hein, combien de temps vous avez besoin pour récupérer la mise que vous aurez mise, quel est votre seuil de rentabilité, votre point mort, etc. Quel est le CA moyen à maturité. Là, vous avez le franchiseur qui, par ses sites pilotes et qui, par les bilans d'autres franchisés, vont pouvoir vous donner des moyennes.
vous aurez besoin de ces ratios d'exploitation pour pouvoir après aller voir votre expert comptable et bâtir avec lui votre business plan. Ce n'est pas le franchiseur qui vous fait votre business plan, c'est vous qui le faites, accompagné bien entendu d'un expert comptable, avec des ratios d'exploitation qui vous seront fournis par le franchiseur et aussi, et je rajoute, avec une étude de marché que vous devez faire. Le franchiseur n'est pas obligé de vous faire l'étude de marché, c'est à vous à la faire ou à la faire confirmer si jamais il vous donne quelques éléments de marché. Quatrième élément, je regarde l'heure pour ne pas être trop longue, quatrième point à vérifier, l'assistance. C'est un point essentiel, je dirais, du système de la franchise. C'est aussi pour ça qu'on rentre dans un réseau, c'est parce qu'on sait qu'on ne va pas être seul. J'ai parlé des autres franchisés avec lesquels vous allez avoir beaucoup d'échanges, mais il y a aussi tous les services que le franchiseur va vous apporter, et ça, c'est essentiel. C'est d'autant plus essentiel, ça nous a d'autant plus marqué qu'avec la période terrible que l'on vit aujourd'hui, c'est vrai que cet accompagnement a été d'autant plus sensible qu'avant et qu'auparavant, même s'il était déjà assez construit, mais le franchiseur a d'autant plus été présent auprès de ses franchisés qu'il fallait les aider à surmonter, à mettre en place un plan de crise, à mettre en place de nouveaux outils, etc., etc. Et donc ça a été quand même un vrai outil supplémentaire pour ces commerçants franchisés. Donc, le franchiseur, il vous aide à trois époques, on va dire, pendant trois époques, à trois moments du projet. Avant le lancement, et quand je vous disais qu'il fallait rechercher les franchiseurs, que vous alliez entrer dans une sorte de processus de recrutement, rencontrer ce franchiseur et d'autres membres de l'équipe, c'est tout ce qui se passe avant le lancement du projet. Votre interlocuteur à ce moment-là, c'est une personne qu'on appelle le développeur de réseau. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu des contacts avec un développeur. Donc, un développeur de réseau dont c'est le métier finalement au sein du réseau, qui est un salarié de la marque en général, dont c'est le métier d'aller chercher, d'une certaine manière, séduire un certain nombre de porteurs de projets, mais les sélectionner ensuite pour en retirer ceux qui semblent le plus à même, le plus adaptés, les plus motivés à défendre la marque. Donc, ce développeur de réseau, vous allez le rencontrer et une fois que vous avez validé ensemble le projet, il va vous aider à rechercher un emplacement. Alors, ça peut se passer de façon différente en fonction des réseaux. Soit que le réseau ne vous aide pas, je dirais, concrètement à chercher, ne cherche pas d'emplacement, mais va vous donner une grille de critères que vous devez respecter pour trouver ce fameux emplacement dont vous avez besoin. Parce que de par son expérience et de par son modèle, le franchiseur sait parfaitement que vous avez besoin d'une ville de 50 000 habitants, par exemple, qu'il faut absolument que votre local soit dans une rue à forte visibilité ou une rue piétonne, que la surface du magasin, elle doit faire 80 mètres carrés avec 20 mètres carrés de surface de stockage, etc., etc. Donc, les critères d'emplacement vous seront donnés. Vous faites vous-même votre recherche localement avec les chambres de commerce, avec les sociétés, les agences immobilières spécialisées, etc., etc. Vous recherchez l'emplacement, vous proposez des emplacements au franchiseur qui va venir les voir et vous donner son avis là-dessus. Et parfois, dans certaines enseignes assez matures, vous avez des franchiseurs qui cherchent aussi pour vous, parfois des gens en amont, qui peuvent vous proposer des emplacements que vous accepterez ou pas. Parce que bien entendu, il faut que les deux parties soient d'accord d'investir et d'aller vers cet emplacement. Je précise que c'est vous qui allez signer le bail. Vous êtes un entrepreneur indépendant, donc cette partie-là, elle vous appartient complètement, même si parfois, ponctuellement, le franchiseur peut vous aider, pourquoi pas, à négocier ce bail, mais c'est quand même vous qui êtes qui est le preneur de bail et qui allait signer ce bail et vous engager avec le propriétaire et le bailleur. Quand on dit recherche d'un financement, ça n'est pas non plus le franchiseur qui trouve le financement pour vous. C'est votre entreprise, c'est vous qui mettez de l'argent, c'est votre investissement, donc c'est vous qui devez aller chercher le financement. Mais le franchiseur est de plus en plus référencé auprès des banques qui, elles, envisagent, je dirais, le secteur de la franchise ou des réseaux commerciaux de manière un peu plus large comme un secteur
je dirais, intéressant pour eux. Donc, ça fait partie de leur clientèle, en fait. Donc, les franchiseurs, les banquiers, via des gens qui sont spécialisés réseaux commerciaux, s'attachent à qualifier un peu le franchiseur, à vérifier leur contrat, vérifier la solidité du réseau, pour que quand vous allez voir votre conseiller local, celui-ci puisse se référer je dirais, la banque de données nationale enseigne et puisse dire, ah oui, cette enseigne, elle est connue de mon pôle franchise, elle a une bonne note, ça veut dire que c'est une enseigne sérieuse, donc monsieur ou madame Martin, qui n'est pas restaurateur, mais qui veut ouvrir un restaurant fast-food, certes, il n'a pas l'expérience, mais il va s'adosser à un réseau qui est qualifié de sérieux chez moi à la banque, donc ça ouvre déjà une porte beaucoup plus facilement que si vous alliez tout seul, sans expérience de la restauration, dire je vais ouvrir demain un fast-food de hamburger, alors qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché. Donc ça facilite l'ouverture de la porte de la banque. Après, il va falloir argumenter sur votre dossier comme pour n'importe quelle autre demande de financement. Donc, demandez à votre franchiseur ou aux franchiseurs s'ils sont référencés auprès de certains banquiers et déposez votre dossier auprès de ces banques-là. Une fois qu'on a tout ça, le franchiseur doit être présent au moment de l'ouverture. Il faut aussi lui poser la question comment il vous accompagne, c'est-à-dire qu'il va venir vérifier que tout est bien en ordre, en place, qu'il ne manque rien, que vous avez reçu tout ce dont on a, tout ce qui avait été commandé, puisqu'il y a un rétro-planning aussi qui est fait en amont. Et puis, il vous aide les premiers jours. Il y a vraiment un accompagnement très resserré. Et à partir de l'ouverture, vous basculez vers un autre référent au sein du réseau, qui est l'animateur de réseau et qui va vous accompagner durant toute la durée du contrat. Petite information sur la formation initiale. Je vous ai dit tout à l'heure en début d'intervention qu'il y avait un transfert de savoir-faire qui était fait. Ce transfert de savoir-faire, il est fait pendant cette formation qu'on qualifie d'initiale parce qu'elle va avoir lieu avant l'ouverture. Donc, vous avez investi, enfin, vous êtes, vous étiez informaticien, vous devenez restaurateur fast-food, vous ne connaissez rien à la restauration rapide, le franchiseur, de par toute son expérience et avec son savoir-faire, va vous le transmettre, va vous former au métier de restaurateur fast-food et vous allez être tout à fait en capacité de mettre en place tous les process, toutes les procédures commerciales, managériales, logistiques, informatiques, etc., correctement pour faire fonctionner votre entreprise grâce à cette fameuse formation et grâce au transfert de savoir-faire. Donc, s'intéresser à la durée, au contenu, au lieu de la formation, puisque souvent, c'est des formations théoriques et des formations pratiques. Donc, théorie, c'est dans une salle ou peut-être derrière son écran aujourd'hui. Et dans un lieu, souvent, on est dans un site pilote, on met en pratique ce qu'on a appris de manière théorique et ça, c'est un passage qui est très, très important, bien entendu. Dernier point sur l'assistance et l'accompagnement, c'est pendant toute la durée du contrat. Et là, ça va faire le lien avec le slide suivant, mais il y a vraiment, il faut s'interroger et s'intéresser sur l'équipe d'animation. Est-ce qu'il y a des animateurs? Combien de fois il vient me voir? Parce que l'animateur, qui est votre référent à partir du moment où vous êtes en activité, il vient vous voir chez vous, dans votre magasin. Il travaille avec vous sur l'exploitation. Il identifie des points d'amélioration, vous mettez en place des plans d'action avec lui. L'idée, c'est que vous amélioriez vos performances de plus en plus, que vous restiez dans le cadre, on va pas le cacher, il faut rester dans le cadre de la franchise, mais aussi trouver des leviers d'amélioration des performances. Et donc, il vient vous voir régulièrement, il organise des réunions, et ça, c'est important. Il peut aussi vous proposer de la formation continue pour vous et vos équipes. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un dispositif très important qui est mis en place pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise. Ça fait le lien avec le cinquième élément à regarder, c'est la vie dans le réseau. Parce que c'est bien de conclure un contrat et puis d'avoir accès à un certain nombre de services, mais c'est bien aussi de savoir comment je vis ma vie de franchisé dans ce réseau, quelle est ma place dans le réseau. Donc, il y a beaucoup de circulation, beaucoup d'informations qui circulent. Donc, il y a un circuit d'information qui doit être un circuit d'information montant et descendant.
Et la courroie de transmission de cette information entre le terrain que les franchisés représentent et puis la tête de réseau qu'est le franchiseur passe par l'animateur de réseau, justement, qui est en contact permanent avec les franchisés et qui remonte les infos auprès du franchiseur pour que lui, les digère et puis les restitue sous forme de process nouveaux, d'amélioration, de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc les franchisés sont régulièrement consultés, que ce soit via des commissions, on va les solliciter pour qu'ils participent à des commissions sur des sujets très précis, mais des sujets qui sont d'intérêt pour le réseau, des sujets qui peuvent être une commission communication, par exemple, une communication produit, marketing, informatique, bon, en fonction, et parfois des commissions qui sont liées à l'actualité de manière ponctuelle sur un point à améliorer dans le réseau. Donc ces commissions, il y a des journaux internes, de l'intranet, maintenant il y a des logiciels, des CRM très performants qui permettent de garder le lien et d'avoir de l'information mise à jour continuellement. L'animateur, au-delà des rendez-vous face à face chez les franchisés, organise aussi des réunions régionales, donc par région, où là on se retrouve tous ensemble pour échanger, pour faire des points à date. Et puis il y a bien sûr un peu la grand-messe, si on peut dire, qui est une convention nationale à laquelle participent tous les franchisés du pays pendant plusieurs jours, en général, enfin 2 jours, un week-end, où c'est à la fois festif, mais informatif aussi, et aussi moment de travaux, où on fait des bilans plutôt annuels à ce moment-là, et c'est très, très productif et très sympa aussi dans le même temps. Donc voilà pour la vie dans le réseau du franchisé. Dernier élément, et pas des moindres, le cadre contractuel, et puis j'en resterai là. Non, on n'est pas lié à vie avec son franchiseur, hein, comme certains parfois le pensent. Donc vous avez des contrats, et des contrats qui sont renouvelables si on le souhaite. Avant le contrat et dans la période pré-contractuelle, c'est-à-dire dans la période d'approche, donc avant la signature du contrat, où on s'intéresse l'un à l'autre, où on réfléchit sur le projet, etc., le franchiseur doit donner à ses candidats à la franchise un DIP, c'est-à-dire un document d'information précontractuel, qui est obligatoire par la loi. Si certains d'entre vous se sont déjà informés, ils ont peut-être vu ou lu qu'on parlait de la loi Doubin. Donc cette loi Doubin se matérialise par ce document-là, qui impose aux franchiseurs, mais pas que, à ceux qui vont vous proposer des contrats de licence de marque, des contrats de concession, des contrats de partenariat, ils doivent se conformer à cette loi-là qui est inscrite au Code de commerce aujourd'hui et qui oblige le franchiseur à vous donner un certain nombre d'informations sur lui-même, sur son réseau, de manière à ce que vous preniez votre décision d'intégrer, de signer le contrat en parfaite connaissance de cause. Et ce document qui regroupe alors un CV du franchiseur, un aperçu de son savoir-faire et de sa stratégie, ses bilans de ce franchiseur des 2 dernières années, un état local du marché, un état général du marché, toute la liste des franchisés en activité, la liste des contrats qui se sont terminés l'année précédente et la raison pour laquelle. Enfin, vous voyez qu'il y a plein d'infos très, très intéressantes. À ce contrat, à ce DIP est joint un contrat de franchise type, qui est donc le contrat que vous signerez peut-être, qui vous donne comme ça la possibilité de l'analyser et de le lire. Tout ça doit vous être remis minimum 20 jours avant la signature du contrat, donc minimum 20 jours avant la signature du contrat, ce qui veut dire qu'une fois que vous avez reçu ce document, vous ne pouvez signer le contrat qu'à partir du 21e jour. Donc ce DIP est bien entendu signé et daté pour faire démarrer ce délai, qui est un délai de réflexion. J'insiste sur le fait que c'est un délai minimum, ce n'est pas un délai maximum, donc il ne faut pas paniquer en se disant « Oh là là, on est le 19e jour, je ne sais toujours pas si je vais signer avec ce contrat, avec ce franchiseur, il faut que je me dépêche ». Non, vous pouvez prendre 30 jours, 40 jours, 50 jours, ce n'est pas grave, la loi n'impose pas de maximum. Donc on est bien sur un délai minimum. Admettons que tout ça, ce qui vous permet d'aller faire viser le contrat et de le faire lire par un juriste ou un avocat, là j'imagine que la Chambre de commerce peut vous renseigner là-dessus. Et puis après on signe le contrat. Alors le contrat, quelques mots sur le contrat, c'est un contrat généralement à durée déterminée. La durée du contrat, elle oscille entre 5 et 10 ans,
c'est ce qu'on constate de manière générale. En dessous de 5 ans, c'est très court. Il faut que votre entreprise ait le temps de monter en puissance, que vous commenciez à bien la maîtriser, à la faire arriver à une certaine maturité, en retirer un maximum de bénéfices. Donc en dessous de 5 ans, c'est un peu juste. Au-delà de 10 ans, c'est assez rare aussi. Gardez en tête que plus les investissements seront lourds, plus le contrat a tendance à être long, puisqu'il faut le temps du retour sur investissement qui sera logiquement un peu plus long aussi. Vous y retrouverez toutes les conditions de renouvellement, dans quelles conditions je peux renouveler ou stopper mon contrat. On va y parler aussi des exclusivités d'approvisionnement. Je pense là à des réseaux qui vendent des produits. Très souvent, vous aurez de la part du franchiseur une demande d'approvisionnement exclusif auprès de sa centrale d'achat ou auprès de fournisseurs référencés. Et puis, dernier élément, la zone géographique exclusive. Est-ce que le franchiseur vous en accorde une ou pas? Souvent, c'est le cas. C'est vrai que c'est quand même assez régulièrement le cas. Ça veut donc dire que vous serez seul sur une zone bien précise, et elle est très précise dans le contrat, à développer cette marque et à avoir un magasin de cette marque sur cette zone-là. Voilà pour les 6 éléments, à mon sens, qui vous permettent d'analyser le réseau de manière globale mais assez précise. Je rajouterai quelques recommandations, mais surtout une, c'est que, et deux finalement, c'est qu'il faut rencontrer les franchisés du réseau avant de signer votre contrat. Ça me semble évident. Vous allez beaucoup discuter avec le franchiseur et ses représentants. Il faut aussi aller voir de l'autre côté de la barrière et aller rencontrer les franchisés pour qu'ils vous racontent comment ça se passe, pour qu'ils vous donnent leurs sentiments et que vous fassiez un peu l'analyse des deux et le cumul des deux avant de prendre votre décision. Alors, ces franchisés, vous allez les trouver comment? Dans le fameux DIP, vous avez la liste des franchisés, donc vous pouvez aller frapper à leur porte. Et puis, le franchiseur doit vous encourager à aller voir les franchisés du réseau, ce qui est souvent le cas. Hein. Et si ce n'est pas le cas, je trouve que c'est peut-être pas le bon réseau avec lequel il faut travailler. Mais souvent, le franchiseur va vous dire, allez voir mes franchisés, faites-vous votre propre opinion, et puis vous reviendrez me voir. Et donc, allez voir des franchisés, allez en voir plusieurs, discuter avec eux pour savoir s'ils sont contents. En fait, la meilleure preuve du contentement du franchisé, c'est de savoir s'il est prêt à renouveler son contrat ou pas. Alors, je ne vous cache pas que forcément, il y aura des gens qui ne seront pas contents. Enfin, un réseau qui a 100% de notes 5 sur 5, comme sur Google, ça n'existe pas, ou alors c'est assez rare. Bien entendu, il y aura des râleurs. Puisqu'on est en France, forcément, on râle, mais il faut voir un peu, il faut faire la part des choses entre ce qui est important ou pas important. Donc, bien sûr, tout n'est pas rose. Bien sûr, le franchiseur n'est pas top sur tous les sujets. Et parfois, il a l'humilité de vous dire, oui, je sais que là-dessus, j'ai encore des choses à faire et je peux aller un peu plus loin. Donc, important d'aller voir les franchisés. Et puis surtout, choisir un franchiseur avec lequel on partage les mêmes valeurs. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure avec l'affinité. Affinité avec l'activité et affinité avec le franchiseur, sa vision des choses, son projet. Et ça, c'est vachement important aussi parce que vous allez travailler avec lui en permanence. Et si vous sentez qu'il y a un décalage, il y a de fortes chances qu'il ne va pas se disparaître, ce décalage, et qu'il va peut-être même grandir. Donc, il faut faire très attention à ça, de choisir un franchiseur avec lequel on a envie de bosser aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention. Vous avez mes coordonnées, le site de l'AFFF. Alors, je ne sais pas, Mathias, s'il y a des questions à ce stade ou pas. J'ai essayé de tenir le timing. Hein. Alors, c'est même parfait. Le timing est impeccable. Merci beaucoup, Rosemary. Alors, j'ai sollicité, on n'a pas eu de questions spécifiques. Ça montre la clarté de la présentation. Très bien. J'ajouterais juste 2 choses. Alors, pour ceux qui sont encore là, il y a tous les ans, il y a même 3 choses. Nous, on fait des formations à devenir franchisé à la fédération et vous retrouverez ces formations sur le site. C'est une formation qui peut être présentielle, virtuelle aujourd'hui, d'une journée où on explique vraiment dans le détail comment tout se passe, comment on contacte le franchiseur, toute l'approche juridique, etc. Donc tout ce que je viens de vous dire, mais en
en beaucoup plus détaillé. Elle coûte 50 euros, donc c'est vraiment pas très très cher. Et nous, on est à Paris, mais c'est pas très loin de Caen non plus. Mais cette formation existe aussi en e-learning, donc on peut aussi s'inscrire au module et on a un mois pour passer pour faire cette formation module par module. Premier élément. Deuxième élément, il y a un salon de la franchise à Paris tous les ans qui s'appelle Franchise Expo Paris, qui, bien sûr, les circonstances faisant, n'a pas pu avoir lieu cette année, mais qui aura lieu l'année prochaine au mois de septembre. Alors ça fait loin, mais bon, des fois les projets ont besoin de temps pour mûrir. Donc ce sera du 26 au 29 septembre, porte de Versailles, comme chaque année l'année prochaine, où là on retrouve 400-450 enseignes qui sont en développement. Voilà. Et puis après, il y a des sites internet en dehors de celui de la FFF, comme l'Observatoire de la franchise, par exemple, qui font de la mise en relation entre réseaux qui recherchent des nouveaux partenaires et des porteurs de projets. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, hein, Rosemary, pour l'exercice. C'est pas évident d'être pendant 45 minutes comme ça, seul devant son ordinateur. Alors, le public de l'autre côté aura apprécié la clarté de la présentation. Avec toutes les coordonnées que tu nous laisses, hein, ils ont la possibilité de vous recontacter s'ils souhaitent la moindre information. Sachant que nous aussi, à la CCI, nous pouvons leur répondre et leur retransmettre les éléments qui pourraient les intéresser. Parfait, très bien. Ok. Merci beaucoup. Du coup, c'est le dernier atelier de cet après-midi qui vient Bon. clôturer notre festival Impulsion Business. Encore un grand merci. Merci à tous ceux qui ont suivi pendant ces 2 jours. Un merci aussi aux équipes techniques, à Aurélien Noël qui a fait tout ce qui était informatique et qui a joué les réseaux partout pour permettre à tout de bien fonctionner. À Guillaume Vivier qui a permis qu'on nous entende bien, y compris quand on était à distance et avec la gestion des micros. À Aurélien Monsalier pour la coordination de l'ensemble. Et puis à Laurent Golbery qui a fait tout ce qui était éclairage, installation. C'est vrai qu'on a réussi à vous proposer un festival Impulsion Business dans un format vraiment original cette année en 100% digital. On n'a pas eu de quoi, on vous en remercie. C'est que les réseaux ont tenu aussi. Donc, on vous retrouve pour un petit after lundi prochain, pour ceux qui le souhaiteraient, au regard de l'actualité récente qui touche les restaurateurs qui doivent rester encore fermés quelques temps. On propose lundi de 15h30 à 17h30 un atelier avec 5 restaurateurs normands, Stéphane Carbone et d'autres restaurateurs du territoire. Un temps d'échange, non pas pour regretter la situation dans laquelle on est, mais pour partager sur des bonnes pratiques qui ont pu être mises en place par les uns et par les autres. Donc là, on sera dans une visioconférence en mode échange avec le public pour pouvoir partager les bonnes initiatives qui ont été mises en place en matière de click and collect, de livraison à domicile, de collectifs pour se soutenir les uns les autres. Donc je vous invite à nous retrouver lundi prochain dès 15h30 pour un dernier atelier dans le cadre de ce festival, et un atelier qui s'appelle On remet le couvert. Donc voilà, un grand merci encore une fois Rosemary, et puis merci à tous et bon week-end à tout le monde.